bienvenue sur TV ADP dans la nouvelle émission, le nouvel épisode de la mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors aujourd'hui, j'invite quelqu'un du Nord qui s'appelle Jean-Michel Andro, qui va nous parler de son affaire, puisque le but de cette émission, c'est de montrer les dysfonctionnements judiciaires, notamment en passant par une structure particulière, donc les tribunaux de commerce, où des fois on va demander secours dans ces tribunaux-là et on va expliquer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des émissions, tous les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer dans la justice française. Alors, Jean-Michel Andro, est-ce que on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps, si tu es d'accord? Bien sûr, Christophe. Bonjour. Et tu vas te présenter, tu vas nous dire d'où tu es, quand est-ce que tu avais créé ton entreprise, et après on abordera tout ce qui t'est arrivé et comment ça t'est arrivé avec éventuellement tout ce que tu as entrepris pour pouvoir obtenir justice. Vas-y, tu as la parole, Jean-Michel. Alors, donc, je suis Jean-Michel Andro. J'habite le Pas-de-Calais, à côté de Béthune, et je suis un homme des travaux publics. J'ai fait ma carrière comme conducteur de travaux, responsable d'agence, toujours dans ce milieu des travaux publics, et en grande partie dans le nord de la France. Et donc, à l'âge de 45 ans, je décide de reprendre une entreprise avec mon épouse, une entreprise de travaux publics, bien sûr, sur la région de Lille, à côté de Seclin. Une entreprise de 20 personnes. Alors, on est en 2001, 20 personnes et 20 millions de chiffres d'affaires, légèrement dépassés. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, c'est très important. Par ailleurs, je suis aussi officier de réserve de la gendarmerie. J'ai fait 35 ans d'activité de réserve, d'abord dans l'infanterie, puisque j'ai fait l'école des officiers à Côte-Quidan, et puis ensuite en gendarmerie. Et on en parlera tout à l'heure aussi, j'ai rendu mon pactage d'officier de réserve en 2011, le 15 septembre, à Sarkozy, considérant que le pays méritait pas que le citoyen fasse autant d'efforts. Parce qu'il faut savoir que la vie d'officier de réserve, c'est quelque chose de quelque part assez prenant, et on fait ça parce qu'on a goût pour son pays. Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai un peu dit ce que j'avais à dire en présentation. Je ne sais pas comment, Christophe, tu vois la suite. Bon, écoute, déjà, on a cerné le monsieur qui, euh, qui est mon invité d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est tu as subi la justice, en tout cas les dysfonctionnements judiciaires, mais ce qui serait intéressant pour que les gens comprennent bien, c'est à quel moment, entre le moment où tu reprends une entreprise pour pouvoir la mettre en exploitation, à quel moment et où quelles sont les raisons primaires qui t'ont amené en justice en fait. Parce que là, c'est la première étape qu'il faut expliquer aux gens. C'est quoi l'étape qui t'a amené en procédure judiciaire suite à la reprise de ton entreprise? Vas-y, explique. Donc, je reprends cette entreprise le vendredi 13 avril 2001. Donc, un vendredi 13, c'est pas bon, faut pas faire. Je reprends l'entreprise à deux personnages, Gaston Level et Françoise Tiberghien. Gaston Level est un homme qui a l'âge de mon père, qui a 20 ans de plus que moi, donc j'ai du respect pour la génération au-dessus parce qu'on a été appris comme ça. Très vite, je les garde dans l'entreprise tous les deux. Lui, 6 mois pour me mettre au courant de l'activité, et la dame Françoise Tiberghien, 2 ans, en attendant que mon épouse rejoigne l'entreprise. Bon, alors je leur dis dès la reprise, je leur dis continuez à travailler comme vous faisiez avant. Moi, je vais regarder ce qu'il y a dans les comptes. Je gratte dans les comptes et très vite, je m'aperçois que ce qu'on m'avait proposé comme entreprise n'est pas du tout celle que je vois dans les 3 derniers mois. Enfin, depuis le début de l'année 2001, l'exploitation ne permet pas de donner les résultats qui m'étaient donnés, indiqués par lui et présentés dans la vente. Bon,
Dès le début juin, je savais que j'étais dans le trou parce que c'est pas bon, quoi. Donc on a passé l'été à reprendre tous les comptes des chantiers en cours dans les 2 dernières années et on a découvert un tas de défauts, quoi, hein, de comptabilité. Alors, Bon. alors là, tu es en train d'expliquer que quand tu rachètes une entreprise, tu rachètes donc les statuts de l'entreprise, mais tu rachètes aussi l'exploitation qui est en cours. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ah, absolument. Et avec la particularité des travaux publics, qui fait qu'on travaille avec des situations de travaux sur des chantiers qui peuvent durer quelquefois 2 ans, on présente des situations de travaux qui doivent D'accord. être le plus ressemblant à la vérité. Dans le cas de Level, il présentait ce qu'il voulait, et ce qui est plus grave, c'est que dès l'instant qu'il a voulu, et ça je les suis appelé bien évidemment, dès l'instant qu'il a voulu vendre son entreprise, il en a créé une autre. D'accord? Ah, ah, Ouais, ah, ça c'est voilà. important. Ouais, il en a Donc, créé une autre dans le même village. C'est énorme, hein. Moi, l'entreprise que j'ai rachetée s'appelait Entreprise Travaux Publics du Nord. Et il a créé une boîte qui s'appelait Nord Travaux Publics. Donc, il utilisait, pour les gens Nord Travaux Publics ou Entreprise de Travaux Publics du Nord, c'est un peu la même chose. Donc, il utilisait ça aussi dans la préparation de l'escroquerie qu'il allait faire à son pigeon de repreneur. Et moi, je donc, suis le pigeon de repreneur. donc en fait, si on comprend bien, il, il te vend une société. Il te vend une société avec un chiffre d'affaires qui est déterminé dans la cession du prix. D'accord? Alors, je ne sais pas, quel est le prix que tu as vendu? Qui t'a Ah vendu, ben, pardon. j'ai acheté ça 4 500 000 francs, ce qui est énorme. C'est-à-dire, D'accord. Donc moi, ça veut dire, Jean-Michel, que normalement, il te vend une activité pour que tu aies un chiffre d'affaires et avec le montant que tu lui payes, la société que tu lui rachètes, il recrée la même société en concurrence illégale avec les propres fonds que tu lui as payés. C'est ça, en fait. non, absolument pas. C'est-à-dire qu'en 97, il fait une mauvaise année. Et à ce moment-là, il décide de créer une autre boîte parce que son intention, c'est de vendre son entreprise. Et en ayant deux boîtes sur le même secteur d'activité, eh ben, il a été amené à faire des faux. C'est-à-dire, il a fait un faux bilan et ça, je l'ai déterminé, je l'ai démontré. En 98, il a fait un faux bilan. Bon, ça serait long à expliquer, mais j'ai D'accord. toute la détermination de ça. D'accord? Et donc, et la tromperie, elle est là. C'est-à-dire qu'il me vend une entreprise, mais en sous-main, il en avait une autre qui travaillait pour lui, donc qui représentait un chiffre d'affaires conséquent. Presque un quart du chiffre d'affaires était sous-traité à cette boîte. D'accord? Et donc, je suis complètement dupé par ça. Et le fait qu'il y ait une deuxième boîte qui lui permet de faire un faux bilan, bah, c'est la base d'une escroquerie, quoi. C'est-à-dire qu'au pénal, on parlera du commerce, hein, mais Ouais. j'ai déposé une plainte au pénal dès la fin 2001, le 18 décembre 2001, et on aurait dû me donner raison sur le fait que j'ai été escroqué. Voilà. Ouais, ok. Bon, alors donc là, on voit le schéma tel qu'il se met en place. Donc on résume, tu rachètes une entreprise qui avait un chiffre d'affaires potentiel par rapport au bilan qu'on t'a fourni. Les chiffres du bilan pour le prix de la cession qu'on t'a fait de plus de 4 millions, c'est ça que tu m'as dit? Non, 1 million. Non, j'ai acheté pour 4 500 000 4 millions francs. 500 000. Donc, Francs. en fait, tu payes une société où l'activité qu'on te vend derrière n'est pas existante. Ou en tout cas, elle n'est pas du tout les chiffres qu'on t'a vendus dans le bilan qu'on t'a cédé, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, je vais ajouter autre chose qui est très, très important. Le fait qu'il ait créé une deuxième boîte, si tu veux, et qu'il l'a fait travailler en sous-traitance. Il a monté son chiffre d'affaires, d'accord? Et il a dépassé les quotas de 20 millions de francs pour nommer un commissaire au compte. C'est-à-dire que la société que j'ai reprise, le jour où je l'ai reprise, elle n'était plus conforme vis-à-vis de la loi. Ça, c'est très, très grave. Et le tribunal de commerce aurait dû faire le ménage. Les banques n'auraient pas dû me prêter de l'argent. Voilà. Et Donc, on aurait dû casser la vente. alors,
attends, parce que là, tu dis des choses qui sont importantes, parce que comment dirais-je, les banques, si elles te prêtent de l'argent, c'est parce que elles voient un bilan d'une entreprise qui est cédée par rapport à des chiffres. Donc, ils s'appuient sur des chiffres qui sont faux. Donc, Non, bien sûr, je te laisse finir, Christophe. Vas-y. donc là, il faut bien comprendre que soit la banque l'a fait par complicité parce qu'ils connaissaient aussi l'activité annexe de l'autre entreprise, et là, on peut les accuser de complicité s'ils n'étaient pas dans l'ignorance. Mais à l'origine, s'ils prêtent de l'argent, c'est parce qu'ils s'appuient sur un prévisionnel qui est attaché aux chiffres qui sont marqués sur la société que tu reprends. On est d'accord? Bien sûr. Alors, je vais citer les banques parce que moi, je cite tous les gens qui sont Vas-y. complices de mon escroquerie. La banque, il y a la caisse, le Crédit Agricole, parce qu'il se trouve que c'était ma banque depuis des années avec mon épouse. On travaillait avec le Crédit Agricole, donc je prends cette banque et je décide de prendre une banque de l'entreprise. D'accord. Et dans un premier temps, mais bon, ça va être long à expliquer, donc je vais faire en deux mots. Je m'étais orienté vers la banque Scalbert Dupont. Et il se trouve que la banque Scalbert Dupont était très bien au courant de ce qui se passait dans l'entreprise et elle a tout fait pour me dissuader de me donner un prêt, assez bizarrement. Par exemple, le banquier, il m'a appelé pendant 2 heures un dimanche après-midi pour me dire, Monsieur Andro, vous êtes sûr des plans que vous avez prévus, etc., etc. Il me dissuadait de ne pas y aller. Et en réalité, donc ensuite, on est venu vers le Crédit du Nord, qui était la banque de l'entreprise. Et cette banque, elle était sachante du fait qu'il y avait une autre boîte, puisqu'ils sont aussi banquiers du gérant de l'autre boîte, donc il n'y a pas de secret. Et ensuite, c'est d'autant plus grave, parce qu'ils avaient mis 2 ans avant l'entreprise que j'ai rachetée, ETPN, en ERE, entreprise à risque élevé. D'accord? D'accord. Donc, C'est ils important ce que savaient. tu dis là. C'est Ah ben important. ouais, non mais c'est mon histoire, c'est plus que du tribunal de commerce. J'ai beaucoup de choses à dire sur le tribunal de commerce, mais c'est du pénal et du pénal où tout le monde s'est arrangé pour me foutre dans le trou et faire payer la casse d'une entreprise qui valait zéro. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que l'axe de, si j'appelle l'émission la mafia des tribunaux de commerce, il y a un moment donné, je reconnais qu'il y a certains tribunaux de commerce qui ne sont pas à l'origine de la liquidation d'une entreprise. C'est souvent, on appelle le tribunal de commerce des fois pour avoir une sorte de plan de sauvegarde. D'accord? On les appelle aussi pour avoir, et c'est ce qui nous accorde, ce qu'on appelle la période d'observation pour voir si tout fonctionne normalement, s'il y a une chance de faire revivre. Mais toi, c'est un peu différent. Toi, tu as attaqué la procédure juridique parce que tu avais subi une escroquerie sur la vente. Donc là, on est dans du droit pénal d'origine. Et le débat juridique qui tourne autour de cette affaire-là, on va dire, part un petit peu à U et à dia, comme dirait l'autre. Et c'est seulement après, par conséquence d'un chiffre d'affaires qui ne correspond pas à la valeur de ce qu'on t'a vendu, que tu vas aller au tribunal de commerce pour demander la liquidation de ton entreprise. Est-ce que c'est ça le cheminement? Ben, c'est exactement ça, parce que moi, très vite, je me suis aperçu que la mariée n'était pas celle que j'avais escomptée. Il m'avait engrangé 13 à 14 mois de chiffre d'affaires, mais d'affaires complètement nulles, qui gagnaient rien au bout, si tu veux. Hein. Il avait fait exprès comme pour me présenter quelque chose de bien. Et donc, au bout de 14 mois, c'est-à-dire en début juin 2002, c'est moi qui suis allé vers le tribunal de commerce pour demander la liquidation de l'entreprise pure et simple parce que j'étais complètement étranglé et je ne pouvais plus continuer l'activité. L'affaire, elle est nette. Donc, c'est moi qui ai fait la démarche. OK. À partir du Non, moment où on fait la... Je peux je suis continuer? d'accord avec toi. Donc, Bon. alors, au tribunal de commerce, comment ça s'est passé quand tu demandes la liquidation? Parce que ils vont rendre un jugement, mais comment ils articulent, comment ils motivent le jugement à l'intérieur? Non, ben là, si tu veux, euh,
mon problème à moi vis-à-vis du tribunal de commerce, c'est que c'était pas. Moi, j'avais espoir dans le pénal, si tu veux. Donc, je me disais, bah, c'est tout. Je suis obligé de déposer le bilan parce que j'ai plus la trésorerie pour faire face, je peux plus payer les gars, etc. Donc, je vais au tribunal. Donc, au tribunal, ben, on m'a accordé la liquidation, on m'a accordé le fait de mettre en sécurité les chantiers qui étaient en cours, c'est-à-dire 15 jours d'activité avec le personnel, etc. Et ensuite, on se retrouve devant le liquidateur très vite. Et là, on n'est plus rien quand on est devant le liquidateur, d'accord? On est monsieur X qui a foiré une affaire, donc on lui tape dessus. Il faut savoir Alors, que le liquidateur qui a été nommé par le tribunal de commerce, comment il s'appelle ce liquidateur-là? bah, c'est un monsieur très connu qui était dans tous les bouquins de droit à Lille, c'est monsieur Bernard Swann. Voilà. Et Alors, donc, attends, parce que Swann, parce que le père était déjà dans cette profession-là. non, mais moi je parle du père Swann. C'est Ah, c'est le le père Swann, parce qu'il y a le fils ouais, aussi, il y a un fils Swann qui a repris ouais, mais l'activité du père. ben exactement, mais ça, je peux aussi faire un petit chapitre là-dessus. Donc, c'est Bernard Swann, père, qui s'occupe de ma liquidation dans un premier temps. Sauf qu'en même temps que moi, j'avais mon dossier pénal avec un juge d'instruction qui a démarré donc à partir du 18 décembre 2001, il se trouve que Swann, il était dans une affaire d'escroquerie aussi, au logement, enfin, il avait acheté de l'immobilier de façon frauduleuse, donc il a été condamné pour interdiction d'activité, d'accord, dans les entrefaites de 2002, 2003, quelque chose comme ça, il faut regarder les dates. Et donc après, c'est le fils qui a pris la suite, exactement. Ouais, non, parce que j'ai eu quelques dossiers dans le Nord et c'est un nom qui me dit quelque chose, je l'ai déjà rencontré et, euh, et je sais un peu la stratégie des mandataires du Nord de la France, d'accord? J'en connais un autre d'ailleurs qui a un nom prédestiné, d'accord? C'est enfin non, prédestiné, je suis dans l'abus de dire ça, mais disons que la connexion de son propre nom est assez symbolique puisqu'il s'appelle Malfaisant. c'est, voilà. Hein, j'ai eu un autre dossier qui sortira sur ça, mais un peu plus tard. Donc là, toi, dans ton dossier, le tribunal de commerce, lui, il reconnaît qu'il y a besoin de liquider. Et maintenant, les actes qui seraient éventuellement tendancieux faits par le liquidateur Swan. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu peux reprocher pas au père, parce que c'est le fils qui a pris la suite, mais est-ce qu'il y a des actes qui sont, on va dire, aussi dans le domaine du pénal ou de la turpitude? Alors, moi, je vais être très honnête, c'est que j'ai pas suivi cette liquidation à la loupe, puisque moi, une fois que j'ai eu déposé le bilan, je me suis trouvé 2 mois sans activité et carrément sur le flanc, parce que carrément abruti et assommé par tout ce qui venait de m'arriver, en sachant que j'avais été trahi par quelqu'un d'une génération de plus que moi, que j'avais engagé ma famille, ma maison, etc., dans une histoire comme ça, et que j'avais tout perdu. Voilà. Donc, tribunal de commerce, moi, je vais dire simplement une chose, c'est qu'à un moment donné, compte tenu que j'avais fait une action pénale, ils regardaient avec un sale œil cette action pénale, parce que si elle avait abouti, c'est tout le monde qui passait à la moulinette, hein, c'est-à-dire les banques, peut-être le liquidateur sur des actions malfaisantes qu'il a fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y en a, hein, si on prend le temps, il y en a. Mais après, ils ont décidé de m'assigner au tribunal au tribunal de commerce, bien sûr, toujours entre eux, hein. Et je préciserai qu'au tribunal de commerce, quand j'y suis allé pour la liquidation, il devait être six conseillers. Il y en avait au moins trois qui dormaient parce que c'était 14 heures, ils sortaient du resto. Bon, voilà, c'est genre de, hein, on comprend comment ça se passe là-dedans. Alors, il se trouve que le 24 mai 2005, donc 4 ans après ma reprise, je reçois une assignation euh, par le par le liquidateur pour avoir poursuivi une activité déficitaire. D'accord? Alors que moi, j'ai eu Attends. Là, il faut que tu donnes des dates. Parce que il t'accuse
toi, personnellement, d'avoir entrepris l'exploitation d'une société déficitaire dès l'origine de ton activité ou à une Oui, autre date? non, mais c'est un truc de mafieux, de toute façon. Ils m'assignent Oui, mais c'est moi et ils important assignent. de dire, Oui, Jean-Michel, c'est oui, important de dire que s'il t'accuse, il t'accuse au moment où tu as repris la société, pas dans exactement. une autre date. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai repris une société le 13 avril 2001. Je demande à l'arrêter parce que j'ai plus la trésorerie pour et ça va plus bien du tout. Et voilà, 14 mois après, ben, il me reproche d'avoir poursuivi une activité 14 mois, alors que le prédécesseur, qui lui aussi est assigné, à lui, à fin du compte, on lui reproche rien parce que on dit dans le jugement, on dit qu'il est trop âgé. D'accord? Donc Alors que là, moi, alors là, attends, mais là on j'arrive, est. Christophe, je finis. Moi, on me condamne à 15 ans d'interdiction de gérer. T'imagines? On donne jamais ça à personne. Hein? Mais moi, 15 ans d'interdiction de gérer sans que j'ai pu donner de conclusion, parce que mon avocate, à l'époque, avait demandé à surseoir par fax, parce que c'était encore par fax. Ils ont passé outre, ils m'ont condamné. Voilà, sans qu'on ait donné de conclusion et sans qu'on ait. Et la Ah, cour, alors ce qui est alors, plus grave, attends, je continue encore une fois, la cour d'appel a confirmé le jugement. Et c'est que des mafieux à la cour d'appel de Douai. Voilà. alors, alors là, je résume, d'accord? Donc, toi, on te vend une entreprise par escroquerie, en synthèse. Je fais une synthèse pour que les gens comprennent bien. On te vend une société avec une forme de faux bilan, des faux chiffres, de telle manière que ton exploitation, quand tu la démarres, elle devient automatiquement déficitaire. Tu t'en rends compte, tu perds de l'argent, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas au tribunal de commerce et tu demandes qu'on fasse la liquidation de l'entreprise parce qu'elle est en effet déficitaire. Tu t'en aperçois puisque tu as des comptes qui sont débiteurs. OK? Partant de là, il y a un mandataire qui s'appelle Swan qui est nommé et lui, au lieu d'aller chercher les raisons de pourquoi tu as coulé ta boîte ou tu as liquidé ta boîte, il va t'accuser, toi, le repreneur, d'avoir exploité abusivement une société qui était déficitaire. Et grâce à ce qu'il demande dans le tribunal, parce qu'il fait une forme d'accusation, c'est ton accusation d'avoir exploité une entreprise déficitaire qui va amener le tribunal de commerce, c'est lui qui te condamne à 15 ans d'interdiction de gérer ou c'est un autre tribunal? Non, c'est le tribunal de commerce. C'est le Donc là, tribunal de le commerce. tribunal de commerce est complice avec Bien un sûr. mandataire qui fait une fausse accusation. D'avoir, toi, tu étais simplement le repreneur cachette et on te vend une escroquerie. Par escroquerie, on te vend une entreprise. Et c'est toi qui deviens responsable. Alors après, il y a une mécanique qui est relativement simple, qui s'appelle l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que la cour d'appel, la cour d'appel va aller chercher ce qu'a écrit le mandataire judiciaire, il va aller voir ce qui est écrit dans le jugement du tribunal de commerce et il va confirmer tous les mensonges qui ont été mis en place par le mandataire via le tribunal de commerce. C'est ça qui t'est arrivé. Ben, je suis d'accord avec toi, Christophe, sauf que la cour d'appel, il y a une chambre de l'instruction et il y a, comme j'ai une procédure pénale, ils auraient dû aller regarder ce qui se passait dans la procédure pénale et là, on aurait dû raccommoder les morceaux, mais ça n'a pas été fait. C'est-à-dire Alors, qu'il y a une complicité totale de tout l'équipage judiciaire d'une cour d'appel pour matraquer les petits entrepreneurs qui ont mis un pied dans le caniveau. Voilà. alors là, je pense que sur le territoire du Nord, enfin du Pas-de-Calais, parce que c'est à cheval, non, c'est Pas-de-Calais, non, le Pas-de-Calais. Non, Douai, c'est le Nord, et toi, tu es dans le Pas-de-Calais, mais c'est à cheval entre les deux. Voilà, moi je suis domicilié dans le Pas-de-Calais, mais l'entreprise que j'ai reprise était dans le Nord, c'est à 35 kilomètres, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, alors, ce que je pourrais faire, c'est montrer déjà dans un premier temps que toi, tu as un combat qui dure depuis longtemps. 22 Là, ans, 20 à tu 21 as, ans. tu as entrepris une manière de divulguer ou de faire savoir la turpitude que tu as vécue par plusieurs choses.
Il faut que les gens sachent quand ils taperont ton nom sur Google, où ils vont aller chercher, ils vont voir deux choses. Ils vont voir que, par exemple, tu as écrit un livre pour raconter ton histoire, et ils vont voir que tu as pris, on va dire, un symbole que je vais montrer tout de suite. On va voir si je peux le passer et je vais voir avec Sandra si je peux partager ça. Je te demande 30 secondes. On va voir si l'image va pouvoir passer. Alors là, j'ai Jean-Michel. Non, ici. Je vais voir si, par exemple, ça pourrait passer. Mais moi, mon histoire, c'est aussi ça. Alors, faut que je m'habitue à. Alors, est-ce que je vais pouvoir partager? Attention. Est-ce que choisir de partager? Donc, est-ce que là, ça va apparaître, Sandra, ou pas? Ouais, ça apparaît là. Bon, donc ça va se mettre en route, je pense, ou Oui. Ouais, ça, c'est quand j'ai fait la démarche d'aller à Paris rendre mon pactage, je pense que tu montres. Alors attends, parce que ça dure 1 minute 54, mais est-ce que ça apparaît à l'écran, mais ça se diffuse pas? On le voit pas? Ou est-ce que Ben, c'est Sandra? on a l'image, mais pour l'instant, ça tourne pas. Alors, pourquoi ça ne démarre pas? Donc, Ouais, je peux normalement, parler pendant que tu mets ça. Bon, moi, j'ai choisi dans ma démarche de dénoncer tout cet outrage aux citoyens un âne, parce que je me suis dit quoi faire face à cette justice qui ne va pas. Voilà, fallait trouver quelque chose et je trouvais que l'âne est intéressant dans cette démarche. d'accord. C'est un symbole. Est-ce que tu peux nous dire le nom que tu as donné à comment dirais-je, à cet âne? Eh ben, j'ai donc changé sa carte d'identité, hein, puisqu'il s'appelait Voilà quand je l'ai trouvé. C'est un âne qui vient de la région de Grenoble. Et donc, je l'ai appelé Justice, bien évidemment. Bon, c'est très symbolique. Alors là, je comprends pas, l'image passe pas. On voit que le plan, mais on voit pas le détail de l'image. Donc, je sais pas si je vais annuler ça, arrêter le partage, parce que là, je vais essayer de voir si je peux symboliser autre chose. Je vais voir. Donc là, j'ai pas. Donc là, je fais des essais, excuse-moi, mais c'était plutôt symbolique. Je voulais voir Oui. après si j'avais d'autres symboles pour toi, notamment quelque chose qui pourrait être à faire savoir. Est-ce que ça, Mais moi, j'ai fait deux livres, enfin, un qui s'appelle du même nom, hein, Le sabre et le bâton. ouais, Le premier tome, c'est mon histoire de tout ce drame, quoi, familial, parce que c'est là où ça choque beaucoup quand même, hein, pour chacun, mais on le sait tous, hein, voilà. Et dans le deuxième, j'ai fait un recueil de toutes les procédures. J'ai pris quelques pièces dans lesquelles, bien sûr, il y a tous les noms,
et surtout tous les marquages 3 points que j'ai dans mes pièces, quoi. Parce que ça m'a impressionné au long de mon parcours judiciaire, hein. Parce que d'une affaire simple qui aurait pu se régler au tribunal de commerce en 3 mois, et le mec il reprenait sa boutique et il se démerdait avec, eh ben je suis dans 9 affaires, quoi. Ça vous dit rien, quoi, hein. Ah ouais, C'est-à-dire, non mais eh ben ouais, et voilà. donc Donc là, toi, on se plaint que la justice est engorgée, mais si on multiplie toutes les affaires par 9, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire face, quoi. les étapes suivantes, parce que là, j'arrive pas à partager, c'est dommage. Les choses ne s'affichent pas. Je vais ajouter quelque chose sur le tribunal de commerce et ses conséquences aussi. C'est que Ouais. donc, moi, mes deux pèlerins, là, je les ai licenciés pour faute lourde, puisqu'ils étaient mes salariés, si tu veux. Je les ai licenciés en octobre pour faute lourde, hein, sur le prétexte qui m'avait trompé sur la marchandise, etc. Donc, très vite, ces gens-là qui étaient bien assistés par un avocat Buffin du barreau de Lille, Légion d'honneur à 35 ans, on se demande comment un avocat a la Légion d'honneur à 35 ans, hein. Il semble que Napoléon, il a donné ça. Comment il s'appelait, l'avocat? Buffin, je sais même plus son prénom, mais Buffin, B-U-2-F-I-N. Donc ce monsieur Légion d'honneur, Napoléon a donné la Légion d'honneur pour des gens qui rendaient des grands services à la France. Qu'est-ce qu'il a rendu comme grand service? Un mec comme ça, quoi. Seulement, il a défendu Level et Tiberghien. Et très vite, après leur licenciement, ils m'ont assigné au prud'homme, d'accord, en tant que gérant responsable de la SARL, de la SAS que j'avais. Compte tenu que j'avais du pénal, l'action pénale tenant le civil en l'état, à l'époque, ce qui est changé, je Ouais. pense, aujourd'hui, euh, il se trouve que 8 ans après, quand moi j'étais sorti du pénal par un non-lieu, parce que moi, mon histoire pénale, elle est très, très grave, hein, non-lieu, et donc ils sont repartis au prud'homme. Et je vais vous dire qu'au prud'homme, ils ont touché à eux deux 360 000 euros. Vous avez bien entendu, hein, 360 000 euros d'indemnité. Alors qu'ils m'avaient déjà volé à moi 760 000 de vente d'entreprise complètement obsolète, quoi. Voilà. Donc là, tu es en train de nous faire comprendre qu'il y a des complicités juridiques très importantes. Alors, bien entendu, j'ai la chance de connaître certaines affaires dans le nord de la France, notamment le tribunal de Douai, puisque j'ai eu la chance de participer à un dossier là-bas d'une autre femme qui avait une entreprise où là, un mandataire essaye de lui voler son bien immobilier pour une fausse créance. Donc, mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, cette juridiction du Nord, est-ce que, est-ce que par exemple, les conséquences de ce que tu vis correspondent à déjà plein d'intrigues qui existent dans le nord de la France depuis, on va dire, des décennies? Est-ce que tu ressens que les dysfonctionnements, parce qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui sont dans le tribunal de commerce, avec les mandataires, avec des juges, avec des plaintes au pénal qui n'aboutissent pas. Donc ça veut dire qu'il y a des juges, qu'il y a des procureurs, qu'il y a des, il y a comment dirais-je, des présidents de cour, des liquidateurs, tout ce petit monde-là, tout ce petit monde-là. Est-ce que tu crois qu'il est en collusion pour C'est pas pouvoir que je arriver à ça, crois, ou est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher? Christophe, c'est pas que je crois qu'ils sont en collusion. Je suis sûr aujourd'hui que c'est une corruption totale du système. Que ce soit le tribunal de commerce, que ce soit les prud'hommes. J'ai tout vécu, hein, moi, 9 trucs, hein. Tous les banques, puisque moi, je rappelle que les banques étaient sachantes de l'état de l'entreprise, elles m'ont prêté. Je suis allé jusqu'en cassation avec les banques, hein, et j'ai perdu. C'est-à-dire que la pourriture, elle est jusqu'en haut. Dans mon livre, je montre, je ne sais pas si ça Vas-y, passe. montre-le à l'écran, montre-le à l'écran. Ouais, là, est-ce que là, vous le voyez à l'écran? Les 3 points, par Recule un exemple. petit peu, recule un petit peu pour qu'on ait une image moins. Voilà, voilà. Voilà, Voilà. là, c'est un. Tu l'as là, je sais pas, c'est compliqué, hein, pour moi, mais bon, voilà. Il y a des 3 points qui sont dans un arrêt de cour de cassation.
D'accord? Et les 3 points, ils sont mis de façon à dire va te faire foutre. C'est-à-dire qu'en plus, on se moque des gens. Il y a un Alors, mépris. Voilà, c'est très alors grave, quoi. attends, alors attends, moi je suis bon la- là tu es en train de parler d'une codification dans les jugements avec des on va dire des sigles, des logos, enfin des est-ce que tu sous-entends qu'il y a un langage pour expliquer ton dossier par rapport à ce qui existe et ce que certains accusent, c'est une forme de franc-maçonnerie dans les jugements. Est-ce que tu en es arrivé à ce stade-là de penser ça? Ben moi, j'en suis arrivé totalement à ce stade-là, puisque dans toutes mes procédures, absolument toutes, on retrouve des 3 points à un moment donné, hein, soit à plat, soit en triangle, mais ils sont là, quoi. Hein. Et voilà. Et moi, très honnêtement, mon pénal aurait dû aboutir, c'est-à-dire que j'aurais dû être reconnu victime d'une escroquerie par Gaston Level et Françoise Tiberghien, parce que elle est là, j'ai tout démontré. J'ai démontré aussi une collusion de marché public parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il avait une deuxième entreprise. Donc, ils ont fraudulé dans la ville de Mont-Saint-Barreuil. Gaston Level avait monté des marchés comme ce qui se faisait à l'époque dans les travaux publics, hein, c'est-à-dire que on prend 3 ou 4 copains du monde des travaux publics et on monte une affaire. L'affaire qui vaut 800 000 euros, eh ben, on la passe à 1,2 million et puis basta, quoi. Tu vois? Alors, Et ça, je l'ai démontré. Et j'ai eu une réponse des services de la police judiciaire de Lille, les gens qui s'occupent des contentieux comptables. Les mecs, ils m'ont dit, ah, nous, on n'est pas comptable. Bah, attends, si eux sont pas capables de regarder une comptabilité qu'un gamin de 14 ans comprend, parce qu'en réalité, c'est des plus et des moins, c'est pas autre chose. Et puis moi, je prouvais que, par exemple, Level, sur une feuille manuscrite, il avait mis 3 prix différents pour les 3 entreprises qui répondaient à Mont-Saint-Barreuil, par exemple. C'est un montage d'affaires, ça s'appelle, d'accord? Et ça, c'est proscrit, interdit par la loi. Tout ça, je l'ai là, démontré. Eh ouais, tout ça, je l'ai démontré et ça n'est jamais revenu dans mon pénal et ça n'est jamais revenu au tribunal de commerce. alors, Donc, ils sont tous complices. donc ce qu'il faudrait, parce que moi j'essaie on va dire, de recouper, de recoller pour voir les intrigues, comment elles se mettent en place. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est une forme on va dire, qui est un juriste, qui devrait devenir avocat dans une salle affaires du sud de la France, mais qui a une particularité. Il détient le fichier des 160 000 francs-maçons de France. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est quand tu vas me faire la liste des noms des gens que toi, tu considères avoir menti dans tes procédures ou à pas avoir rendu la justice normalement ou avoir détourné certaines preuves, parce qu'il y a ça, hein, il y a une forme d'escroquerie à jugement. À quel niveau? Ce qu'il faudra que tu me fasses, c'est une liste de noms et moi, je demanderai à la personne qui a le fichier s'il est capable de me dire si ces noms-là sont dans le fichier qu'il a. Pourquoi? Parce que il existe un mécanisme juridique au sein même des tribunaux, une forme d'entente. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'une chose qui s'appelle les constitutions d'Anderson. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai entendu parler, mais je ne connais pas, Voilà. honnêtement. En fait, c'est comme s'il y avait une entente entre eux avec des règles, d'accord, où ils ne respectent même pas leur propre codification. Pourquoi? Parce que quand la justice, quand les gens qui sont dans le monde de la justice euh, prêtent serment en voulant rendre la justice au service des justiciables, une partie de ces juristes du monde de la justice prête allégeance sur une autre prestation de serment qui n'emmerderont jamais leurs frères ou leurs sœurs dans la communauté qu'on connaît tous qui s'appelle la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est important de savoir après pourquoi de temps en temps, dans la justice, les dysfonctionnements, ils arrivent
Alors, on juge plus les affaires sur le fond. De temps en temps, on met en place un mécanisme qui s'appelle la forme pour éviter d'aller juger les choses. Mais pour toi, c'est pire que ça. C'est que tu deviens le coupable alors que c'est toi la victime. C'est ça le résumé. C'est que tu deviens le coupable alors que normalement tu es la victime qui demande justice. Ouais, Donc, c'est tout à fait ça. Ouais. dans les intrigues que tu as vécues, dans les accusations que tu pourrais faire parce que tu as des documents factuels qui peuvent le prouver. Qu'est-ce que tu as par exemple comme exemple de documents qui prouveraient qu'il y a un mensonge flagrant? Alors, moi, je vais vous dire, moi, je suis un combattant parce que je suis comme ça, je suis résistant. J'ai fait les poubelles pendant 1 an et demi, pratiquement, de la petite entreprise sœur de Gaston Level, hein, qui a continué à vivre, elle, parce que voilà, elle était indépendante, elle a continué à vivre. Et là, j'ai découvert tout, les montages d'affaires, les trucs qui se passaient, les trucs pas normaux. Bon, voilà. Euh, comment dire? Ouais, enfin, je suis très déçu aujourd'hui de l'état de la justice de la France parce qu'elle ne rend jamais justice de la bonne manière. Tout le monde aussi fait lire à n'importe quel personnage qui sait lire, il va comprendre tout de suite où sont les loups. Alors pourquoi les juges ne le font pas et ne remettent pas l'ordre? Ils remettent pas l'ordre, c'est le désordre qu'on crée. Et en plus, on massacre des gens qui ont voulu faire quelque chose pour la France. C'est complètement ignoble, quoi, parce que tous les petits entrepreneurs qui bossent, qui veulent, ben bien sûr, ils veulent gagner leur vie, ok, normal, mais ils veulent aussi faire travailler des gens, ils veulent aussi faire avancer les techniques, et voilà, et ça, on massacre ça, on massacre. Alors, C'est dramatique. ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que ce schéma qui dure depuis quand même des décennies n'est pas une forme de mission avec un objectif particulier de détruire la petite entreprise, cette entreprise qui permet de donner la liberté à l'entrepreneur. Et comme au regard de ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, s'apercevoir ou de faire une forme de correspondance, une forme de parallèle, est-ce que le fait de détruire la petite entreprise n'a pas vocation à supprimer une forme de liberté? Comment tu Bah, le si, ressens, toi? si, je pense que ça fait partie de ça, mais je pense que c'est même plus grave. Je pense il y a une économie parallèle derrière tout ça. Parce que quand on pique les maisons aux gens, en les faisant acheter par des copains à 10 ou 20 fois moins cher le prix, voilà. Il y a tout un système qui vit de ça. Alors voilà, comment casser ce process, je sais pas, parce que c'est un vrai process, parce que on retrouve chez tous les gens qui passent dans les tribunaux de commerce, pour parler de ça, ils sont broyés de la même façon et on retrouve toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, tu reçois des trucs le jour de ta date anniversaire, tu vois, et c'est toujours la même chose. On te broie, quoi, on veut te broyer. Mais si on va dans d'autres domaines, les enfants placés et compagnie, c'est pareil. Il y a les mêmes process. Donc, il y a une économie de malfaisance dans ce pays qui profite qu'à certains, hein, notaires, huissiers, banquiers, et hommes placés où il faut. Voilà, moi j'en pense ça aujourd'hui, au bout de plus de 20 ans de discrimination. Moi, je dis aujourd'hui, je le pense très fort, le siècle dernier, il y a les nazis qui ont fait vivre ça à certaines classes de la population. Eh bien, aujourd'hui, ces gens identiques à eux, là, ils font vivre ça aux gens honnêtes dans notre pays, aux gens honnêtes et qui veulent produire. C'est un drame. Donc là, tu as exprimé, je pense, le ressenti de beaucoup de personnes. Là, tu parles des dysfonctionnements judiciaires, on va dire, qui partent à peu près dans tous les mécanismes juridiques de France. Alors évidemment, moi, j'ai une émission, la mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Qui a une vocation. Bien sûr, cette vocation, elle a pour mission
en tout cas sa mission primaire, c'est de montrer que tous les dysfonctionnements judiciaires sont liés les uns aux autres. Alors je te prends un exemple très simple. Quand on liquide une entreprise, et tu sais comment ça se fait, on ruine les entrepreneurs. Dans les couples, souvent, il y a des séparations, il y a des divorces. Quand les couples sont relativement jeunes et à qui ça arrive, on enlève les enfants, d'accord? Et certains enfants se retrouvent même dans des réseaux de pédophilie. Il faut le savoir. Moi, en 15 ans d'études, simplement d'essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de mandataires qui sont quand même le nombre est très limité, ils sont autour de 400 en France, à pouvoir bousiller 50 000 entreprises par an. Et quand tu te poses la question, où va l'argent, tu arrives à ce que tu viens de dire il y a quelques instants. C'est-à-dire que tu t'aperçois que ça arrose plein de gens au-delà de l'enrichissement de celui qui liquide, au-delà de l'enrichissement ou des commissions que peuvent toucher des gens dans les tribunaux de commerce. Il y a tout ce qui gravite autour dans ce qu'on appelle les recours. Tous les recours, que ce soit en cour d'appel, même si maintenant, ou la cour de cassation, ou la cour, même si maintenant tout s'appelle tribunal judiciaire. Hein, c'est une manière de simplifier la chose. Donc toi, actuellement, par rapport comment dirais-je, ça fait quand même depuis 2001, hein, ça fait plus de 20 ans que ton affaire, elle dure. Quelles sont actuellement les étapes ou les mesures que tu prends pour essayer de faire encore avancer ton affaire, au-delà de faire une émission comme celle-là sur TVADP pour pouvoir dire et le faire savoir, parce que c'est le but, c'est après de montrer comment tous ces mécanismes-là sont liés les uns avec les autres. Mais actuellement, toi, qu'est-ce que tu as encore comme démarche pour pouvoir espérer la justice? Alors, bon, moi, j'ai mon dossier pénal qui a été mis en place le 18 décembre 2001. Je suis allé 5 fois en chambre de l'instruction à Douai avec des éléments nouveaux qui m'ont été rejetés, hein, alors qu'ils étaient nouveaux. J'ai porté plainte 3 fois depuis les 3, 4 dernières années qui suivent là. Et aujourd'hui, j'ai un dernier os à ranger, mais j'ai beaucoup de mal pour trouver quelqu'un pour m'aider là-dessus. C'est l'expert judiciaire qui est intervenu dans mon expertise pénale. Il se trouve que c'est un ancien salarié l'expert comptable du vendeur, d'accord, pour faire simple. Hein. Et donc ça, il aurait jamais dû faire l'expertise de mon dossier. Voilà. Donc j'ai ça. Je vais rajouter une chose, si tu le permets aussi, c'est qu'au niveau familial, pour tous les gens, comme tu viens de le dire tout à l'heure, qui subissent ça, c'est une catastrophe. Moi, ma femme a quitté la maison, elle a demandé le divorce. Ma gamine a fait 3 années de dépression, avec donc 3 années scolaires ratées entre 15 et 20 ans, ce qui est dramatique pour un adolescent. Voilà, c'est des souffrances terribles. Et je dis, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que c'est 4 générations qui sont touchées quand on a des problèmes comme ça. C'est-à-dire tes parents qui sont au courant, toi et ta femme, tes enfants. Et puis aujourd'hui, moi j'ai mes petits-enfants qui viennent me dire, mais papy, pourquoi t'es pas avec Manou? Voilà, c'est ça, Ouais. le drame. Alors, je pense que la destruction familiale fait partie de leur projet. Dans la manière de faire les choses, j'en ai une certitude, parce qu'au-delà comment dirais-je, des séparations, il y a même aussi toutes les formes de maladies qui aboutissent. Il y a même les suicides dans le monde de l'agriculture, par exemple, c'est flagrant, et pas que dans le monde de l'agriculture. Donc, on voit bien que un entrepreneur, il est soumis à des risques qui sont considérables. Alors moi, je voudrais faire une petite synthèse pour que les gens comprennent les types de complicité. Quand on a une entreprise qui est en difficulté, quand un liquidateur fait ce qu'on appelle la demande de liquidation d'une entreprise, même si toi, tu l'as fait toi personnellement parce que tu avais les mêmes critères que celui qui fait une analyse de son entreprise qui est déficitaire, il y a un moment donné, tu as ce qu'on appelle des créanciers. Et les créanciers, tu vas retrouver toujours les mêmes au sein même des tribunaux de commerce. Quand tu fais le bilan d'une entreprise,
et tu auras toujours les mêmes qui apparaîtront dans les lignes comptables que vont utiliser les mandataires liquidateurs, parce que je pense que souvent un mandataire devient aussi liquidateur quand, bon, il y a des fois c'est un autre qui est nommé, mais souvent c'est le même mandataire qui devient liquidateur. Mais quand on regarde comment il publie les chiffres, on s'aperçoit que la création d'un passif ou de l'analyse des dettes, tu retrouves toujours les mêmes créanciers, tu retrouves toujours les banques, tu retrouves toujours les régimes obligatoires, tu retrouves toujours des lignes comptables, des impôts, de la TVA, des taxes administratives, tout ce que tu veux, tu retrouves toujours ça. Hein, donc, je ne parlerai pas du RSI à l'époque où les principaux pourvoyeurs d'entreprises au tribunal de commerce, qui était à l'époque l'URSSAF, qui a duré pendant des années. Donc, on voit bien que au-delà d'être un entrepreneur qui essaye d'avoir une vie d'entrepreneur libre avec sa forme de liberté, parce que tu conditionnes au-delà de la passion du métier que tu fais, parce qu'un entrepreneur, il est aussi passionné par le métier qu'il fait. On s'aperçoit bien que la turpitude, elle est à tous les étages. Elle est partout. Et de croire que la justice, pour un justiciable quel qu'il soit, on est loin de l'avoir et que les conséquences sont bien plus dramatiques que les gens sont capables de l'imaginer. Donc toi, tu es, on va dire, un exemple simplement d'un entrepreneur qui, lui, a vécu l'escroquerie avant son activité et c'est cette escroquerie-là qui a provoqué ta liquidation. Donc, c'est pas, des fois, c'est un schéma qui est encore un petit peu différent, mais c'est important parce qu'on va retrouver au sein même de cette magistrature consulaire des dysfonctionnements ou des complicités avec les mandataires liquidateurs. C'est le but de démontrer cette affaire-là. Donc, même si toi, à l'origine, c'était une escroquerie. Donc, au total, tu as eu combien de jugements dans ces 20 années d'exploitation, tu as eu combien de jugements au total et combien ça t'a coûté en frais de procédure? Parce que je voudrais savoir, je voudrais que les gens sachent le nombre de procédures que tu as fait, en nombre à peu près, et combien ça t'a coûté réellement. Alors, moi, si tu veux, donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai 9 procédures. Si on met en moyenne cinq jugements, c'est pas beaucoup. Je pense que oui, j'ai une soixantaine de jugements, sûrement. Hein, voilà. Après, ça m'a coûté quoi? Ben ça, on n'a pas parlé du tout des avocats, mais il faut en parler. Moi, j'ai eu 8 avocats en ces 20 ans, enfin surtout en 12 ans, parce que maintenant, j'en prends plus. En 20 ans, ben, ça m'a coûté 150 000 euros, les avocats. J'étais dans une moyenne de 12 000 euros par an dans les 10 premières années. D'accord? Voilà ce que ça coûte. Quoi. Mais c'est dingue. Et pour des gens qui te trahissent. Quoi. Parce que moi, les 8 sur 8 m'ont trahi. Je peux citer les noms des 8. Ils sont écrits dans mon bouquin. C'est une catastrophe, ce monde-là. Et Voilà. quand tu dis ils t'ont trahi, c'est quoi la forme de trahison? C'est de pas aller au bout, c'est de tromper les écritures, donne des exemples de tromperie ou de trahison. C'est au bout de 4 mois, le premier que j'ai eu, par exemple, il regardait les petits oiseaux quand je lui expliquais mes soucis. C'est-à-dire qu'il était complètement débranché au bout de 4 mois. Ça ne l'intéressait plus, mon dossier. Il savait déjà comment ça allait se tourner. Ensuite, j'en ai eu alors un escroc de première, fait de V au barreau d'Asbrook, je peux le citer parce que c'est une ordure de première. Lui, il s'est pointé 2 jours trop tard quand j'ai eu mon non-lieu et que je voulais remettre en question le non-lieu, il s'est pointé 2 jours trop tard, alors qu'il venait de prendre mon dossier. Après, il a fait d'énormes difficultés pour donner mon dossier à l'avocate suivante, qui est l'avocate de Saint-Brieuc que j'ai actuellement et qui, elle, ne veut pas aller chercher les éléments de l'expert judiciaire qui est intervenu dans mon dossier. Voilà. Bon, des exemples, ils sont multiples. De toute façon, ils te trahissent même dans les écritures. Et à partir du moment où eux, ils sont capables aussi de te mettre les 3 points, et ça, j'ai le cas dans les écritures, eh ben oui, ils sont capables de tout. C'est tout. Mais Bon, surtout pas de te défendre. Quoi. Voilà. ok. Donc là, Jean-Michel, on va arriver au terme de l'émission qui aura duré 1 heure, sur laquelle moi je ferai mettre au terme
comment dirais-je, de notre petit entretien, les petits extraits que j'avais prévu de passer, que j'ai pas pu passer. Je ferai mettre l'image de ton livre, une image que j'aurais voulu partager, mais elle sera dans l'affichage. Il y a un moment donné, et ça sera le mot de clôture. Je crois même que tu as une belle photo où tu es avec le président de la République, si je ne m'abuse. Ah ben ça, tu peux la mettre sans problème, parce que moi, j'ai saisi Sarkozy, Hollande et Macron dans leur quinquennat. Je les ai saisis 7 fois minima, hein, par courrier, d'accord. J'ai écrit à tous les ministres de la Justice, bien sûr, garde des Sceaux. J'ai écrit aux ministres aussi des armées, puisque bon, je suis étant réserviste, quand même, je suis très proche de ce que vivent les gens des armées. Mais rien n'y fait, quoi. Ils s'en foutent tous. Nos députés, nos sénateurs ne nous représentent plus parce que c'est eux qui devraient vérifier que la justice fait correctement son travail. Mais ça, ils ont oublié que c'est dans leur tâche, le contrôle. Bien sûr, ils ont tous des casseroles au cul, donc ça les embête. Voilà. Bon, en tout cas, Jean-Michel, on aura l'occasion sûrement de reparler parce que au bout d'un certain nombre de témoignages, j'ai une vocation à essayer, je dis bien au terme du nombre d'entretiens que j'aurai avec les victimes, c'est d'arriver, notamment dans certaines turpitudes des tribunaux de commerce, montrer qu'un liquidateur, il ne tue pas qu'une seule entreprise. Et quand il y aura à un moment donné un assez grand nombre de témoignages, on comprendra que c'est une organisation qui est faite. Et mon idéal à moi, c'est de montrer que des mandataires ne travaillent pas que pour leur propre compte. Donc, je vais te remercier pour cet entretien, de ce rendez-vous d'émission La Mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une sorte d'émission collective de gens, de témoignages, avec une forme de synthèse des mensonges primaires qui tuent les entreprises. Toi, c'était bien entendu une escroquerie à la vente, puisqu'on t'a fraudé l'entreprise que tu as achetée. Et j'espère que quand tu auras une continuité dans cette affaire-là, je pourrai t'inviter pour savoir si la chose a évolué ou quelle aura été la finalité globale de ton affaire. Je te remercie beaucoup, Jean-Michel, et je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te dis à Merci, bientôt. Christophe. D'accord? Merci, Christophe. À bientôt et merci pour tout le travail que tu fais. À bientôt, Jean-Michel. Merci. À bientôt. Mais moi, mon histoire, c'est aussi ça. C'est très cousin de présumé coupable, quoi. Sur une affaire de justice qui part mal. Les juges ne se déjugent jamais. Donc je suis parti le 6 septembre de Cambrin, entre Béthune et la Bassée. Je suis arrivé à Paris le 15. On m'a arrêté à la place de la Concorde. J'ai pas pu aller jusqu'au faubourg Saint-Honoré. Par passage, pour m'intéresser à cette âne, j'ai demandé aussi un peu pourquoi monsieur était là. En 2001, j'ai repris une entreprise de travaux publics d'une vingtaine de personnes. J'ai été escroqué et jamais la justice ne reprend sur le fond. C'est une catastrophe parce que ça a détruit la famille, ça me coûte énormément d'argent et d'énergie. Mais je vais continuer à me battre et à dire ce que j'ai à dire. Bien sûr, d'attirer l'attention des institutions, parce que je suis officier de réserve, je suis respectueux de la loi et respectueux de notre République. Et ensuite, aujourd'hui, c'est faire sortir les médias, en parler, la population. Peut-être monter une association s'il faut. Il y a plein de gens comme moi. J'ai eu l'occasion déjà d'y penser, de le dire. C'est un animal rustique qui sait ce qu'il veut. C'est un animal très gentil, mais il faut pas le perturber. Et moi, je suis très perturbé dans ma vie aujourd'hui. Donc, je pense que c'est l'animal qui me convient tout à fait. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai fait passer mon message et je continuerai à le faire. Le dossier, je souhaite qu'il soit réouvert. Et Thomas Outreau, il a fallu se battre, il a fallu que les gens se battent et il y a des innocents qui ont trinqué, c'est normal.
Victime, selon lui, on reste sur une page justice, victime d'une injustice flagrante. Un nordiste, Jean-Michel Andro, a décidé de rejoindre l'Élysée avec son âne appelé Justice. C'est un clin d'œil, vous l'avez compris. Il veut faire valoir ses droits et laver son honneur. Victime d'une escroquerie après la cession de son entreprise, il s'estime floué par la justice et son combat long de 10 ans lui a déjà coûté la somme de 120 000 €. Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est le non-traitement d'une manière intègre, indépendante, impartiale, ce qu'on demande à la justice française aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. C'est une honte pour notre pays et c'est un drame pour la démocratie, je pense. Il s'appelle Justice, il est très sympa, comme moi d'ailleurs, mais très tenace, et il a le pied rustique. Il est têtu, moi aussi, et je pense qu'on ira au bout de cette aventure.